Donc je vais inviter Marc Mézard, Christian Baudelot, Marie Gaille et vous demander d'excuser le retard de Perrine Simon Naoum qui nous rejoindra dès qu'elle arrive. Je pense qu'elle est en chemin pour notre première série de discussions. Alors on a pris un peu de retard, mais on va essayer malgré tout que chacun ait le temps de s'exprimer. Marie, si tu veux venir. Donc cette première série de discussions incarne un des aspects dont on a déjà parlé, toute l'envergure de Daniel, interdisciplinaire aussi, avec toute l'école normale en particulier, qui va être très présente dans cette discussion et incarnée successivement évidemment par Christian Baudelot dont il a déjà été question, Marc Mézard qui l'a dirigé 10 ans et qui a beaucoup travaillé avec Daniel, Perrine qui dirige actuellement le département de philosophie, et Marie Gaille joindra son regard. Elle a été élève là, mais dirige actuellement l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS et connaît bien l'interdisciplinarité de Daniel. Je ne fais pas plus d'introduction. J'espère qu'on aura le temps d'un exposé de chacun et d'une petite discussion. C'est la singularité de ces moments par rapport au témoignage. Et je passe tout de suite la parole à Christian Baudelot, dont il a déjà été question et qui a amené Daniel à Jourdan. Il va raconter tout ça mieux que moi. Bon, merci beaucoup. Bon, Daniel et moi, effectivement, nous avons fondé ensemble le département de sciences économiques et sociales, le département de sciences économiques et sociales au début des années 90. Alors, il y avait un ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Claude Allègre et qui avait envisagé de virer de Jourdan l'école normale supérieure et de la remplacer par l'INALCO. Et simplement, enfin, je veux dire, il était assez autoritaire. Et à ce moment-là, Étienne Guyon, le directeur de l'école à cette époque-là, on n'en a pas le réfléchi avec lui, et il nous a proposé, à Daniel et à moi, pour conserver le site, de nous installer à Jourdan. Et à ce moment-là, ça devenait le département de sciences économiques et sociales qui était à Jourdan, et on rejoignait à la fois le Delta, le LEA, qui était déjà là, et ensuite il y a une équipe de cartographie de l'ENS qui est arrivée au printemps suivant, et 2 unités du CEPREMAP qui complètent le dispositif fin janvier 2000. Alors, réunissant sur le même site d'enseignement et de recherche de Jourdan des sociologues, des économistes, des géographes, etc., Jourdan devient alors un lieu extraordinairement propice de pluridisciplinarité. Alors je dis bien pluridisciplinarité plutôt que interdisciplinarité, que ni moi ni Daniel n'aimions, puisque la pluridisciplinarité, ça implique que les disciplines restent ce qu'elles sont et coopèrent, mais tout en restant quand même. Alors on incite vivement les élèves, les étudiants à suivre des cours et des séminaires à la fois en économie et en sociologie, en particulier les ateliers d'initiation aux enquêtes, et beaucoup l'ont fait et s'en sont très bien portés. Mais il faut avouer que les vecteurs à cette époque-là les plus efficaces de la pluridisciplinarité furent le pot, le jardin et les couloirs. Et là, le pot, il n'y en a plus. Le jardin, il y en a encore. Mais les couloirs, ils sont déserts. Bon. Et ça, c'est un gros problème. Bon, alors, et au déjeuner, donc, se retrouvaient aux mêmes tables les élèves, les étudiants de tout niveau, du conscrit au doctorant, les chercheurs, les enseignants d'économie et de sciences sociales. On y parlait beaucoup, on y riait énormément, on échangeait sur les cours et les séminaires, et je veux dire, les discussions se poursuivaient extrêmement longtemps. Alors, le bureau de Daniel était au 2e étage du bâtiment B. C'était un bureau qui était à gauche et tout au fond du couloir. Et il arrivait en général un peu en retard, pas en retard, mais un peu plus tard que nous. Et les portes des bureaux étaient ouvertes, et il mettait souvent extrêmement longtemps le matin à atteindre son propre bureau, tant nous aimions discuter avec lui et recueillir ses avis sur la conjoncture économique et sociale du moment, etc. Il participait avec un grand plaisir à ces discussions informelles, et on en sortait revigoré par la vivacité, la discussion et ses raisonnements lumineux. Et en même temps, je suis obligé de reconnaître qu'il écoutait ce que disaient les sociologues, parce que un jour de l'an 2000, enfin, je veux dire, on le voit dans ses livres, je veux dire, qui sont remplis de références à des sociologues, de tous les pays d'ailleurs. Et un jour de l'an 2000, et justement dans le couloir,
il m'incite à lire d'urgence un livre qu'il venait de dévorer, Jared Diamond, de l'inégalité parmi les sociétés. Et c'était un essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire. Alors, Diamond était biologiste, physiologiste, il est devenu géographe. Il avait énormément d'affinités intellectuelles avec Daniel, et entre autres la hauteur de son point de vue, qui embrassait un large spectre de la réalité économique et sociale. Et je l'ai lu immédiatement et je ne l'ai jamais regretté. Et dans les cours, dans ses livres, Daniel a poussé extrêmement loin et très haut la pluridisciplinarité. Alors, bon, il mobilise, la biologie moléculaire, l'écologie des comportements, l'épidémiologie, linguistique, archéologie, etc. Enfin, l'anthropologie, il faisait vraiment feu de tout bois. Et Tolstoï, Bob Dylan, le principe d'Anna Karénine, bon, Prométhée, Épiméthée, etc. Et dans l'analyse extraordinaire qu'il fait de 68 dans « Il faut dire que les temps ont changé », c'est nourri de travaux sociologiques, Tocqueville, Boltanski, Schiapello, Daniel Bell, Edgar Morin, de philosophes, Sartre, Vincent Descamps, Freud, Lacan, etc. Et de même les films, et en particulier, il adorait parler de films, en particulier de Her, un homme qui tombe amoureux d'un logiciel, représenté par Scarlett Johansson, et il faut dire que les temps changent, enfin, etc. Bon. Et donc l'objet dont il traite dans les livres ne relève pas d'une économie abstraite. Il traite vraiment de l'évolution des sociétés dans toute leur dynamique, et il se place même au niveau des individus dont ils analysent les comportements, etc. Et donc, c'était vraiment, extraordinaire, enfin, de retrouver dans ces livres cette pluridisciplinarité dont on parle aujourd'hui. Alors, je finis juste sur une anecdote, mais enfin, c'est un souvenir absolument extraordinaire qu'on a ensemble. C'était à propos du droit. Alors, il y avait à cette époque-là pas de droit encore dans l'école. Mais ça pouvait arriver parce que Lang, l'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand, était en disponibilité, enfin, etc. Et il avait trouvé une chaire pour lui, une chaire de droit, et il était évident que pour la localiser, c'était l'école normale qu'il fallait mettre. Alors, le directeur et la directrice adjointe qui est ici, Monique Trédé, sont avisés du fait, ils nous en parlent, on en discute, et on se dit quoi faire. Enfin, est-ce que on va accepter Lang directement dans l'école sur sa propre volonté, etc. Alors le point de vue était évidemment assez négatif. Mais réunion à 8h du matin, dans la salle du SAN, arrive Lang en terrain conquis. C'est-à-dire qu'il estime, il avait une chaire, et pour lui, je la posais là, quoi, c'est tout, chez nous. Bon, et pour lui, il n'y avait aucun problème. Et là, il y a eu vraiment une séance absolument extraordinaire où Daniel et moi, Monique et Étienne Guyon nous avaient un peu laissé la main, parce que il pouvait être que dans le département de sciences économiques et sociales. Bon. Et donc, ils nous avaient laissé un peu la main pour essayer de se débrouiller, etc. Et là, ça a été absolument inénarrable. Les arguments qu'on a pu trouver, Daniel et moi, à trouver. Et finalement, on en a trouvé un qui a été absolument irréfutable. C'est-à-dire, on a dit, on est d'accord, mais pour être nommé professeur ici, il faut passer devant une commission. Il n'y a pas de contre-exemple, on passe par une commission. Et cette commission, on ne sait pas encore de quoi elle va être constituée, puisqu'il n'y a pas de juriste ici à l'école. Donc il faudra des juristes. Et là, je ne sais pas, il va falloir décider, etc. Et donc, à ce moment-là, on a dit, il y aura une commission et il y aura un appel à candidature. Et c'est la solution qu'on a trouvée après, mais c'était extraordinaire, parce que, c'était drôle, la situation, pour nous, en tous les cas. Et on a développé des trésors d'astuces pour essayer de le déconcerter, etc. Parce qu'au début, il arrivait en régime conquis, il nous traitait déjà comme des sociologues, comme des collègues, mais des petits collègues, etc. Et quand il est parti, et quand il a su qu'il y aurait une commission, il a dit, écoutez, je vais réfléchir.
Merci à Perrine qui nous a rejoints. Je propose de donner la parole à Marie, puis à Marc, qui est un peu pressé par le traitement d'une blessure qu'on regrette, mais qui devra nous quitter impérativement à un moment donné. Donc peut-être quand même Marie d'abord, et puis Marc ensuite. Marie. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à tous. Alors, comme beaucoup d'entre nous dans cette salle, Maya, Esther, nous avons rencontré Daniel Cohen au début des années 90 en arrivant à l'école normale supérieure à partir de cette fameuse formation BL qui nous a tant porté jusqu'à maintenant et qui se distinguait par un brin de mathématiques et de sciences sociales dans une classe préparatoire littéraire par ailleurs. Alors nous étions dans cette classe préparatoire destinée à faire de l'économie et ce qui passait par une bonne dose d'enseignement économétrique au départ, et je ne pense pas que notre classe préparatoire nous avait exactement préparé à cette prise de conscience qui arrivait effectivement avec le cours de Daniel Cohen, qui nous enjoignait par ailleurs beaucoup à travailler nos équations. Voilà, donc c'était vraiment moi le souvenir que j'en ai personnellement. Après j'ai suivi d'autres voies, mais ce que je voulais peut-être évoquer aujourd'hui avec vous, en revenant un petit peu à l'œuvre de Daniel Cohen, c'est 4 facettes de la pluridisciplinarité qui me sont apparues, et c'est en dépliant cet éventail effectivement que je voudrais évoquer sa mémoire. Peut-être la facette la plus évidente, c'est une pratique scientifique qui croise des connaissances, et effectivement des connaissances diverses, mathématicien, devenu économiste, mais qui croise des connaissances à travers ses objets de prédilection, et notamment la renégociation de la dette souveraine, qui implique effectivement des calculs économiques, mais également une bonne dose de connaissance des institutions politiques et juridiques, y compris les institutions internationales multilatérales. Et il y a ce célèbre article de 1986 qui a été coécrit avec Jeffrey Sachs, Gross and External Debt Under Risk of Debt Repudiation, qui montre bien cette combinaison, parmi 1000 autres exemples dans son travail, de ce croisement des connaissances et de cet effet d'addition qui produit de nouveaux savoirs. J'ai aussi été très frappée dans l'ouvrage qu'il a publié en 2002 avec Antoine Garapon, Évaluer la justice, par cette opération donc de croisement des connaissances. Alors évaluer la justice, il le présente comme une ambition extrêmement iconoclaste, mais aussi nécessaire, à la fois sur le plan pragmatique, mais aussi pour des raisons politiques. Et ce croisement des connaissances, cette addition de compétences qui crée des questions nouvelles et des savoirs nouveaux, on le voit très bien dans la manière dont il propose avec ses collègues dans cet ouvrage collectif d'introduire un critère de proportionnalité qui, remarque-t-il de manière un peu ironique, n'est pas étrangère à l'idée de justice, pour introduire vraiment la question des ressources, des conditions par lesquelles on peut respecter le principe d'égalité dans un contexte de rareté, etc., etc. Alors, cette première facette, je dirais, de la pluridisciplinarité qui consiste à embrasser et avoir un esprit capable d'embrasser plusieurs types de connaissances, elle se consacre, et je pense que pour lui, c'était tout à fait essentiel, à des objets de recherche. C'est-à-dire que cette rencontre de connaissances, elle se fait à partir d'objets et non pas comme une simple posture finalement épistémologique. Ces objets, ils ont impliqué des collaborations au sein des sciences humaines et sociales, notamment au sein des sciences sociales, et c'est une manière en fait de pratiquer la pluridisciplinarité. Alors peut-être quand même un peu chacun dans son cœur de métier, un peu. Mais en ayant suffisamment appris des autres sciences pour pouvoir échanger et traiter ensemble de questions qui sont des questions de recherche clés autant que des enjeux de société. Pour filer cet ouvrage coécrit ou co-dirigé avec Antoine Garapon, je pense que le thème de la qualité, par exemple, qu'il développe dans cet ouvrage, en disant que ça s'impose comme thème pour tous les services publics, et plus encore pour celui de la justice, est un thème qui émerge à partir de ce croisement de connaissances. Je le cite, gouverner réclame non seulement de détenir des informations les plus précises possibles sur la réalité des juridictions, mais aussi de se doter de critères objectifs, mesurables, susceptibles d'évaluer leur performance. C'est la condition d'une bonne administration de la justice et la meilleure antidote aux critiques parfois infondées dont souffre l'institution. Et je trouve particulièrement remarquable, effectivement, qu'à travers ce style scientifique, pluridisciplinaire, il embrasse donc des objets scientifiques importants et des enjeux de société.
Ensuite, si on continue à déplier l'éventail, il me semble que Daniel Cohen fait partie des rares personnes aujourd'hui à avoir été capable de formuler et de développer des questions transversales à l'ensemble des sciences humaines et sociales à un niveau anthropologique. Et je pense notamment à un article qu'il a publié dans la Revue internationale de philosophie en 2011 sur la moralité du capitalisme, qui est un article extrêmement stimulant, passionnant sur la manière dont, certes, la figure de l'homo economicus fait déjà en interne à la discipline économique l'objet d'un certain nombre de discussions, de remises en cause, mais au-delà de cette dimension critique depuis une vingtaine d'années sur l'homo economicus, ce qui l'amène, c'est une question un petit peu différente, c'est la façon dont on va déjouer finalement des schémas, des expériences de pensée qui amèneraient à des conclusions seulement basées sur l'intérêt et le calcul rationnel. Donc il met en scène notamment dans cet article une expérience qui montre que on ne calcule pas seulement en fonction de l'intérêt pécunier, mais aussi de la confiance que l'on reçoit ou non des personnes avec lesquelles on interagit en contexte économique. Il va jusqu'à parler d'un comportement moral à ce sujet et pas seulement de préférence sociale. Et je trouve qu'à partir de ce fil, effectivement, non seulement il déroule une appréhension historiquement stratifiée du capitalisme, en étant assez critique sur le capitalisme financier, mais au-delà, philosophiquement, anthropologiquement, il amène des questions tout à fait clés sur l'être humain. Et puis peut-être aussi le dernier élément de pluridisciplinarité, je dirais presque de pluriprofessionnalité en fait, que sa carrière incarne et que sa pensée incarne également, c'est la réflexion qu'il a eue tout au long de sa carrière, mais peut-être de façon très forte au moment de la pandémie de Covid-19, en travaillant à partir d'une enquête d'opinion pilotée par le Cevipof sur la question de la confiance des Français au temps de la pandémie. Enfin, on y est toujours, mais dans les premières années. Et avec Yann Algan, il a notamment publié une note du Conseil économique et social dans lequel il appelle à la formation d'institutions réunissant non seulement des scientifiques, des experts politiques et des décideurs en santé publique, mais beaucoup plus largement à un travail en profondeur de rénovation de nos institutions et de la manière dont la culture scientifique doit pénétrer la formation de ceux qui nous administrent et nous gouvernent, et donc à une nouvelle alliance, je ne sais pas comment il faut le dire, entre les scientifiques et les dirigeants. Et je pense qu'effectivement, cette pluridisciplinarité scientifique, elle a aussi un prolongement dans cette pluriprofessionnalité, que c'est quelque chose qu'il a incarné de manière extrêmement forte. Et je sais que l'ENS porte beaucoup de projets dans ce domaine, donc je pense que sa mémoire, et je terminerai là-dessus, a un grand avenir devant elle. Voilà. Merci. Merci infiniment et d'avoir ainsi parcouru quelques textes aussi. C'était très important aussi, comme tout ce qui est dit. Marc, merci d'être là, d'être venu malgré ta blessure d'Italie pour parler de Daniel, avec qui vous avez tant travaillé. Oui, je suis très très heureux d'être là et je vous prie de m'excuser si je dois partir un tout petit peu prématurément tout à l'heure. En ce qui me concerne, j'ai rencontré Daniel dès que je suis arrivé à la direction de l'école normale en 2012. C'est évidemment une des premières personnes avec qui j'ai commencé à discuter. Et immédiatement, il y a eu une connivence instantanée parce que bon, je vais pas, tout le monde le sait dans cette salle, mais c'est un tel plaisir de discuter avec lui au sens où immédiatement il comprenait les enjeux, il comprenait les questions, il comprenait. Et un des premiers problèmes qu'il me pose à ce moment-là, c'est celui du département, parce que, comme l'a dit Christian, il était à l'époque dans un département d'économie et de sciences sociales. Et malgré tout son ancrage dans la pluridisciplinarité, qui est réel et qui est intellectuellement sans équivoque, je dirais qu'au quotidien, cette organisation-là lui pesait un peu, il se sentait bridé. Et je crois que ça le bridait aussi dans le développement de l'économie en général, finalement, et dans le grand projet aussi avec PSE. Et donc, on commence à discuter de ça, on voit tous les obstacles, la difficulté de créer un nouveau département, le peu d'effectifs d'enseignants, etc. Et puis, très vite, parmi les premiers projets que j'ai souhaité... en fait, j'ai souvent consulté Daniel lorsque j'avais des projets un peu de fond que je voulais pousser à l'école.
Et un de ceux que je voulais pousser était celui des professeurs attachés, c'est-à-dire de cette possibilité de faire enseigner à l'école normale, aux normaliens, des chercheurs du CNRS et des associés de manière importante à l'enseignement. J'ai toujours, dès que j'étais arrivé à l'école, j'avais pensé que c'était quelque chose d'important à faire. Et évidemment, je commence à en discuter avec Daniel, qui réagit en moins de 10 secondes en me disant... C'est formidable, si tu arrives à faire ça, c'est formidable, etc. Et au fait, si tu fais ça, on peut créer le département. Et voilà, donc... Et après, on a pu commencer à parler de Federer et de tas d'autres choses, et de la politique et de la situation du pays, comme il aimait si bien le faire. Mais j'aimais beaucoup cette réaction instantanée, cette capacité de faire les choses, et tout ça s'est fait. Donc c'était un grand plaisir. Ce côté, cette rapidité intellectuelle, cette attraction, ça a été mentionné par beaucoup d'entre vous, mais Daniel, c'est aussi quelqu'un qui a, je crois que Jean-Olivier a dit, il a fait école. C'est un très beau mot pour Daniel, et j'allais dire, il a fait école à l'école. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui a su parfaitement s'appuyer sur cette structure un peu singulière de l'école normale supérieure. Elle coïncidait parfaitement avec son projet. Tu l'as dit, de faire, d'intégrer la recherche et la formation le plus possible. Donc ça correspondait parfaitement. Et puis il y avait cette taille assez réduite qui lui permettait de rencontrer les étudiants et de les amener à l'économie, des étudiants qui faisaient des maths, etc. Et finalement, probablement, et au-delà des bâtiments, des écoles, etc., c'est peut-être par le rayonnement de ces élèves que Daniel a eu un impact le plus important encore sur l'évolution de la discipline. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. C'est à l'automne 2012, je crois, que Serge Haroche a eu le prix Nobel. Et quelques temps après, je déjeune avec Daniel, on discute un peu. Je lui dis, voilà, je suis très content, prix Nobel. Je lui dis, tu sais, l'école est la première institution au monde en rapport de nombre de prix Nobel au nombre d'étudiants. Mais pour qu'on tienne notre rang et qu'on tienne notre rythme, il faudrait qu'on continue à avoir un prix Nobel tous les 5, 6, 7 ans. Il dit, je suis embêté parce que quand je réfléchis un peu, là, en ce moment... Je ne vois pas qui pourra être le prochain. Je vois un peu en biologie, mais non, je n'ai pas encore le nom. Et là, Daniel me dit non, mais rassure-toi. Le prochain, ça sera en économie. Et là, il me donne une liste de noms que je vais surtout ne pas divulguer aujourd'hui, parce que si jamais dans cette salle quelqu'un n'avait pas été mentionné sur cette liste, il se suiciderait immédiatement. Mais je peux dire qu'il y avait Esther sur la liste et qu'il m'avait prédit, il m'avait dit. Tu verras, dans les 5 ans qui viennent, il y aura un prix Nobel d'économie issu de l'école normale. Et il avait raison, voilà, une fois de plus. Et il y en avait d'autres sur la liste, donc rassurez-vous et continuez à travailler. Pas mal. La pluridisciplinarité est quelque chose qui était... on en a parlé déjà. J'ai essayé avec lui de voir aussi dans quelle mesure... même des idées de physique théorique, des idées de physique statistique de mon domaine pourraient avoir une influence. Je me rappelle qu'il m'avait invité, je suis venu ici même d'ailleurs un jour faire un exposé, on avait parlé des effets collectifs, des effets émergents quand il y a beaucoup d'éléments en interaction. C'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Ça ne s'est pas concrétisé, voilà, ça fait partie parce qu'en fait, il y a les dynamiques internes des disciplines, hein, et je suis assez d'accord avec ce que dit Christian, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de pluridisciplinarité, c'est-à-dire être capable de s'ouvrir et d'arriver à comprendre les problématiques des autres disciplines, mais en gardant le moteur de la dynamique interne de sa discipline. Et c'est vraiment ça qui le poussait. Et parmi les éléments qui étaient tellement séduisants dans les conversations avec Daniel, c'était cette capacité à mobiliser des idées venant de champs très différents. Et tu as évoqué Jared Diamond, mais c'est vraiment ça, quoi, cette façon d'arriver par moment à se placer en surplomb. Donc, de ce point de vue-là, j'ai eu une ou deux discussions avec lui, y compris non pas des disputes, mais des moments où on n'était pas tout à fait d'accord. Et en particulier sur l'organisation, excusez-moi, parce que dire ça dans cette salle, c'est vraiment être provocateur, mais bon, on a le droit d'être provocateur. Mais une des choses
que je n'aimais pas beaucoup, c'était une certaine forme d'organisation sociale de la science économique. Et un jour, Daniel, qui préparait le développement de quelque chose, etc., je ne vais pas rentrer dans les détails, me dit, écoute, ça serait bien d'arriver à faire venir un tel qui est prof là-bas et qui est, tu sais, au classement REPEC, il est dans les 50 premiers mondiaux, etc., etc. Je lui dis, bah, écoute, Daniel, bien sûr, on va en parler, il faut qu'on voit de quel sujet. Et j'étais très, très pour, mais je lui dis, mais quand même, me fais pas ce coup du classement des économistes sur un seul axe unidimensionnel. Toi-même, avec ton activité pluriforme, tu sais très bien qu'on ne peut pas projeter l'activité de recherche et l'activité intellectuelle sur un axe unique qui permettrait d'avoir un classement uniforme. Et donc, on discute comme ça, on commence à non pas s'affronter, mais à avoir une discussion là-dessus. En fait, dans le fond, il était d'accord avec moi, mais il me dit, mais tu comprends, il faut quand même s'adapter à la situation, quoi. Donc il y avait un côté pragmatique, c'est-à-dire qu'il n'était pas pour, mais malgré tout, le côté pragmatique l'emportait. Et on n'a pas hésité, quand il s'est agi de faire passer devant les conseils de l'école normale, parce que je suis pragmatique aussi, on n'a pas hésité à utiliser l'argument du classement REPEC, bien sûr, parce que voilà, il faut savoir rebondir. Donc tout ça pour dire que j'ai passé avec Daniel des moments formidables. Ça fait partie du plaisir de diriger un établissement comme l'école normale, c'est de pouvoir rencontrer, interagir, être stimulé intellectuellement par des gens de ce calibre-là. Et ça c'est inestimable. Et le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais voulu pouvoir lui raconter ce qu'on essaye de faire à la Bocconi, une université qu'il connaît bien, et où quand j'y suis parti, il m'a dit « Ah tiens, c'est marrant, tu vois, etc. » Et puis je suis parti, j'ai pas eu le temps de lui expliquer ce qu'on essayait de faire, et puis c'était encore un embryon, et maintenant on le fait. Et cette idée pour une université d'économie et de business de se lancer dans la création d'un département de sciences autour de l'intelligence artificielle, je suis sûr que c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu pouvoir discuter plus avant avec lui. On avait eu des discussions autour du numérique et de l'IA à propos de son livre, on en avait beaucoup parlé ensemble, mais voilà, avec son amour aussi pour l'évolution des structures, la capacité de faire bouger les lignes, c'est un sujet que j'aurais vraiment adoré pouvoir discuter avec lui. Merci Marc, merci infiniment. Là aussi, je pense qu'on était dans votre bureau, dans ton bureau, dans vos discussions, grâce à ce que tu viens de raconter. Ça m'est arrivé, j'en ai des souvenirs inoubliables. Je passe la parole à Perrine Simon Naoum qui vient de nous rejoindre, qui a plusieurs titres à parler, qui a été une éditrice de Daniel, qui dirige actuellement le département de philosophie de l'école sur un poste de professeur attaché CNRS dont Marc vient de parler, dont Daniel et Marc finalement ont été les parrains, et puis qui a des relations aussi autres avec la famille de Daniel et qui est là aujourd'hui, surtout pour parler d'ailleurs de je ne sais pas exactement quel aspect. On parlait d'interdisciplinarité. Merci beaucoup. Mais merci à toi, Frédéric. Merci à Martine, à Pauline et à Michel de me permettre de parler. Daniel n'a jamais cessé d'être économiste. Il n'a même jamais cessé, je dirais, de déclarer sa flamme à l'économie politique, comme le rappelle l'introduction de son premier ouvrage, Les infortunes de la prospérité, qui s'ouvre certes sur une allusion à Albertine disparue, mais se veut un hommage d'abord à sa discipline. Daniel était cependant un esprit trop brillant et subtil, aux synapses doué d'un pouvoir de suggestion hors du commun, pour se laisser enfermer dans les limites d'une approche qui lui parut immédiatement devoir être interrogée de l'extérieur. Si l'économie était la lunette depuis laquelle il pouvait considérer le monde, il a compris qu'il lui fallait faire varier la focale, user d'un comparatisme suggestif et qui permet d'échapper au déterminisme auquel succombent trop souvent les économistes. Richesse du monde, pauvreté des nations, son deuxième livre, applique la recette au face-à-face entre les riches et les pauvres. Si le monde continue de se lire à travers l'économie, la politique entre alors en jeu. Le quatrième âge de l'économie politique, comme il l'appelle, est aussi celui où l'économiste sort de son rôle pour considérer l'importance du symbolique et des représentations et conçoit la responsabilité entendue non seulement comme celle des décideurs publics,
mais dans le choix auquel se livrent les individus modernes que nous sommes. Le trait se déploie, et l'ampleur du dessin est telle que l'on sent plus qu'un frémissement. C'est le moment où finalement les journalistes, les interlocuteurs, les politiques se disent « Tiens, ce type-là, voilà, il a des choses à nous dire ». La mondialisation et ses ennemis fixera quelques années plus tard la forme du discours. Partant toujours du point de vue économique, Daniel affirme, vous l'avez dit, M. Baudelot, une ambition à la Jared Diamond. À travers la mondialisation, c'est désormais la fresque de l'histoire de l'humanité qui s'esquisse. Et les livres suivants vont manifester finalement cette inextinguible ambition de dire le monde. Daniel s'y montrera, à mon sens, heureusement infidèle à Diamond, parce qu'il savait que la vie réserve toujours des surprises et que nous ne sommes jamais à l'abri des meilleures. Voilà pourquoi, on l'a rappelé ce matin, sous l'influence de Daniel, l'économie est devenue, au sein de l'école normale, non plus, je dirais, un département comme les autres, un savoir parmi d'autres, mais l'un des cœurs battants de l'école. Pourtant, me semble-t-il, la pensée de Daniel n'aurait pas eu le rayonnement qui a été la sienne si cet élargissement du regard n'avait répondu chez lui à une nécessité profonde. Et je dirais de Daniel qu'il a été à la fois l'économiste de Kundera et l'économiste de Proust. Milan Kundera, c'est sans doute l'un des écrivains qu'il a accompagné de façon la plus intime. Je dirais à la fois pour l'attention portée au fonctionnement des sociétés communistes et les dégâts produits par les idéologies lorsqu'elles sont aux commandes de la politique. Le romancier tchèque lui a enseigné la nécessité d'approcher les temps modernes en les jaugeant à l'aune de leurs promesses face à la triste réalité. De cet écart naît ce qui met en branle le penser, écrit Kundera, c'est-à-dire le fait de désystématiser la pensée, de donner des coups de pied dans la barricade, tel que lui-même écrivain, il souhaitait le faire. En fait, comme Kundera, Daniel maniait la syncope et la polyphonie des voix, comme celle des points de vue. Et je crois que, évidemment, ça tenait aussi à sa vitesse de réflexion. On l'a rappelé aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'aviez pas fini une phrase qu'il l'avait déjà comprise, qu'il avait déjà présenté l'objection qu'on pouvait lui opposer et que lui d'ailleurs était déjà passé à l'idée suivante, donc ça n'avait presque plus d'intérêt. Ce qui me frappe, c'est que Kundera et Daniel soient morts finalement à si peu de distance, et je me dis que peut-être qu'ils discutent en ce moment des chances respectives du modèle capitaliste et socialiste de réaliser le bonheur de l'identité, ou que peut-être plus vraisemblablement ils jouent ensemble au jeu du rire et de l'oubli. Daniel Cohen a aussi été, je crois, l'économiste de Proust. Comment ne pas penser dans les descriptions qu'il fait de nos comportements au kaléidoscope que celui-ci déploie à travers la recherche du temps perdu. Comment ne pas voir dans l'analyse de nos comportements face aux bouleversements actuels induits par l'irruption du numérique ou de l'intelligence artificielle qui ponctue ces pages une image contemporaine finalement du salon de Madame de Guermantes ou de celui de Madame Verdurin, où ceux qui jouent la comédie du monde révèlent en fait la diversité des motifs qui organisent la manière qu'ils ont de s'y conduire. Comment ne pas y voir un exercice d'admiration pour la manière dont Proust parvient depuis son lit à lever les illusions du monde social et à rendre celui-ci finalement à la réalité de nos peurs ou de nos ambitions. Le monde est clos et le désir infini, titrait Daniel Cohen dans un de ses derniers opus. Eh bien, je crois que tel le narrateur auquel le monde parvient comme des hiéroglyphes, comme finalement autant de marques de connivence ou au contraire d'éloignement, et qui, conscient de sa finitude, confie à l'art le soin d'en exalter les richesses, il mobilisait son immense culture littéraire et cinématographique au service précisément de l'explication du monde. Alors, Daniel Cohen en Champollion, l'image peut étonner. Souvenons-nous pourtant que celui qui, Champollion n'a pas seulement livré
les clés de la civilisation égyptienne, mais qu'il a également ouvert à l'Europe tout un continent symbolique. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais terminer. La prise de conscience, finalement, qu'on a vu éclore progressivement chez Daniel, de la profondeur de l'ancrage des habitus modernes, prise de conscience qui a trouvé à s'exprimer à travers, je l'ai dit, la diversité des objets culturels qu'il n'aura cessé de convoquer. Il a montré qu'on ne saurait penser l'économie en dehors de l'humain, avec ce que lui-ci a de violence et de désir, d'obscurantisme, mais aussi de capacité d'invention ou d'imagination. Il savait que nous sommes des êtres imparfaits et que pour cette raison même, les conduites de nos vies, à l'image des sociétés, sont en permanence susceptibles de tomber dans l'irrationnel. C'est de ce travers dont il essayait de nous garder, en traçant pour nous la carte des possibles et en pariant sur la connaissance. Il n'aura cessé de nous rappeler à l'ordre de cette humanité que certains tendent à oublier et qu'il a eu le génie d'embrasser dans son cadre le plus large celui d'un grand aventurier de la pensée qu'il a été. Ce pari, je crois, explique en dernier ressort le magistère qu'il a exercé sur nous tous. Comment allons-nous faire aujourd'hui ? Je vous remercie. Au sens large de ta dernière question, je ne sais pas. Nous allons chercher au sens précis de comment allons-nous faire aujourd'hui, ce vendredi 29 septembre. Je crois que je vais proposer une piste et vous priver du moment de discussion, malheureusement, parce qu'on a pris un peu de retard. Donc, on va faire comme ça aujourd'hui, peut-être une petite pause dès maintenant, presque comme prévu pour garder notre horaire, en vous remerciant infiniment. Mais comment allons-nous faire aujourd'hui ? C'est le sens de toute la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup.